Merci d'être venus si nombreux. Donc, je vais vous présenter le projet sur la machine de Turing en Lego. Donc, le projet a consisté à se répartir la tâche et à construire une machine de Turing. Donc, pour commencer, ce qui est une machine de Turing, donc, pour cette interface, c'est un automate avec des rubans qu'il peut déplacer, sur lesquels il peut écrire. Donc, une étape de calcul, c'est on lit le ruban, on regarde dans la table de transition, en fonction de l'état dans lequel on est et du ruban, qu'est-ce qu'on écrit sur le ruban, qu'est-ce qu'on fait comme déplacement, et on se met dans un nouvel état. Et il y a un état particulier qui dit on a fini, la machine s'arrête. Donc tout le projet a consisté à faire ça en Lego de manière exclusivement mécanique. Donc on va commencer par la théorie. Notre machine n'est pas tout à fait la machine de Turing qu'on a présentée précédemment en tant que machine générale. Nous, on va travailler sur deux rubans, qui est souvent fait avec des machines de Turing. On va travailler avec seulement 8 états pour des raisons de nombre de Lego. Mais en vrai, on pourrait travailler avec beaucoup plus pour peu qu'on ait des gens pour assembler des Lego et qu'on nous en achète. On travaille avec deux symboles sur le ruban, plus des symboles qu'on appelle des blancs, qui sont en fait des symboles sur lesquels on ne peut pas écrire et qu'on ne peut pas écrire par-dessus un autre symbole. Ce sont vraiment des symboles en lecture seule, alors que les deux autres, on peut les écrire et les lire. Voilà. La grosse impossibilité des Lego, c'est qu'on ne peut pas écrire sur les blancs et qu'on ne peut pas écrire de blanc. C'est la grande différence par rapport à une machine habituelle. Ensuite, lorsqu'elle lit justement un de ces blancs, la machine, toujours pour des raisons de nombre de Lego plus que pour vraiment des raisons d'impossibilité mécanique, ne s'occupe pas de son état en fait. À chaque fois qu'elle lit un blanc, elle va faire quelque chose qui dépend vraiment juste du blanc et ça ne dépend pas de l'état. Ce qui est assez embêtant pour faire certaines choses, mais on s'en sert quand même. Et ensuite, elle est très très lente. Il nous faut 25 secondes pour faire une étape de calcul grosso modo. Donc on s'est surtout concentré sur faire des algorithmes de faible complexité, sur des rubans pas trop grands et avec vraiment des constantes tout petites. Mais la machine est quand même universelle. Parce qu'on a... Enfin, celle-là, en fait, l'est pas. Il nous faut un poil plus de Lego pour être universel. Parce qu'il nous faut 3 états et... il nous faut 3 symboles, un blanc et 10 états. Et on peut simuler les 3 symboles sur un seul ruban. En fait, on en a 2. Ce qui permet de faire comme si on avait un seul ruban avec 3 symboles et un blanc. Il nous manque 2 états, mais ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de rajouter des barres à la mémoire. Il faudrait juste plus de Lego. 4 fois plus. Voilà. Ensuite, on va parler, je pense, de la table de transition. La table de transition, donc, qui est cette magnifique plaque. Quelles sont les touches? D'accord. Voilà, c'est la table qui va coder à chaque fois en fonction de ce que l'on lit sur le ruban et de l'état dans lequel on est, ce que l'on va faire. Donc, en sortie, ce qu'on doit indiquer, c'est 9 informations. Oui, merci Arthur, je peux parler plus fort. On doit dire à la fois dans quel état on va passer pour l'étape suivante, ce qui fait 3 bits ici pour 8 états. On va devoir dire comment chacun des rubans va devoir se déplacer. Donc 2 bits pour ça dire se déplacer à gauche, à droite ou rester sur place. 2 bits par ruban. Et dire ce que l'on doit écrire sur le ruban, sur chacun des rubans. Ce qui fait donc 9 bits plus un 10e bit un peu particulier dans la mesure où c'est un bit d'arrêt. Une fois qu'on a dit cette information, une fois qu'on a dit on va s'arrêter, tout est stoppé, donc c'est un bit un peu plus faible que les autres. Mais donc au final nous avons 10 bits de sortie. Et ces informations doivent être communiquées à l'aide de leviers, comme vous voyez beaucoup de pneumatiques. Le but de la mémoire est d'activer des leviers pour pouvoir transmettre les informations par voie pneumatique. Alors bouger de levier, c'est pas forcément facile, surtout qu'on s'est permis beaucoup de choses. Un levier, donc il y a 2 positions qui correspondent au bit 1 et au bit 0, et on se permet également de dire, de décider de ne pas toucher à un levier. C'est-à-dire que dans un état, dans une configuration, on va décider de garder la sortie que l'on avait à l'état de la configuration d'avant. Alors, donc on ne travaille pas directement sur des leviers, la mémoire, elle, va faire tourner des axes, simplement. Donc pour correspondre aux 3 actions possibles sur le levier, il y aura 3 actions possibles sur les axes, soit en faire tourner un axe de sortie qui dans
un seul sens, toujours à la même vitesse. Donc, soit on va bloquer cet axe, soit on va le laisser en roue libre, et c'est-à-dire qu'il pourra tourner sans frottement, enfin sans un minimum de frottement, ce qui correspondra à ne pas modifier le levier. Il n'y aura aucune force. Alors juste quelque chose, là en fait ce qui est présent c'est l'automate de contrôle, c'est-à-dire c'est en fonction de l'état de la machine et de ce qu'on a lu, on voudrait avoir des actions à faire. Donc ce qui est présenté c'était comment on sort les actions de la table. C'est ça. Et donc voilà, donc ces actions vont dépendre des entrées, on aura 5 bits d'entrée pour la mémoire, donc 3 bits d'état pour les 8 états et 2 bits 1 pour chaque... 2 bits par ruban? Oui, 7 effectivement. Puisqu'on aura 2 bits par ruban pour dire si on lit A0, si on lit un 1 et pour les deux types de blancs. 2 bits par ruban, 4 bits au total, donc 7 bits d'état. Et donc ce que l'on va faire, pour passer de ces entrées à ces sorties, on va avoir ici, tu peux pointer, Justement. on peut éteindre la lumière, quelqu'un pour mieux voir. Sur le bureau, Anel. C'est pas grave, continue. Ici, vous voyez, on a des parallélogrammes, un par entrée, qui vont tirer sur des ficelles. On va... Alors les fils, on ne les voit pas du tout, on est désolé. Mais les fils de nylon à cette distance, ça va être difficile. Si, à voir. là, on en voit un. Là. Et donc, voilà. Chacun de ces parallélogrammes va, selon sa position, désactiver la moitié des barres que vous voyez ici, des barres de la mémoire. Ce qui fait que pour chaque configuration d'entrée, on va au total désélectionner toutes les barres sauf une. Et la barre qui est sélectionnée, donc, tu peux la montrer. Elle est où Celle-là? Oui, ces barres vont agir sur des axes. On aura toujours. Ici, vous avez une vingtaine d'axes, 2 par sortie, une alimentation, et la barre va soit transmettre la rotation de l'alimentation à la barre de sortie, soit bloquer la barre de sortie, soit ne rien faire, qui correspond aux 3 actions possibles. Alors là, ce que vous voyez au niveau du pointeur, je suis désolé si ça bouge un peu, donc ça c'est un 1. Alors c'est en fait quand l'axe d'alimentation tourne, ça va faire tourner l'axe de sortie. Alors un 0, tourner un 0 sous la main? Un 0. Juste sous la main? Juste en dessous? Non? Là? Là? Alors celui-là, alors on ne voit pas très bien, mais en fait quand la barre est sélectionnée, ça va bloquer l'axe de sortie. Donc on retrouve bien ce qu'il avait dit tout à l'heure, c'est où on fait tourner l'axe de sortie, où on le bloque. Où on ne met aucun engrenage et ça ne fait rien. Ah. Donc ensuite, sans transition, maintenant on sait ce qu'on doit faire, il reste à le faire. Voilà, nous on s'occupe avec Florent de la partie... elle est encore plus visuelle puisque donc on s'occupait du chariot, du ruban, des 2 rubans là, comment les construire, puis du déplacement, comment on déplace les têtes de lecture sur la gauche et sur la droite, de l'écriture et de la lecture. Donc en gros le chariot il est organisé en plusieurs étages. Le premier étage donc c'est pour les roues, le deuxième étage en fait c'est pour permettre de mettre des roues sur le côté pour pouvoir le guider, pour pas qu'il y ait de déplacement latéral. Et au-dessus, on a mis donc une plaque pour pouvoir poser les bits. Donc les bits, c'est ce qui est en jaune. Encore au-dessus, avec les espèces de trucs, des ronds noirs là, en fait, c'est pour permettre d'agripper le chariot pour pouvoir le déplacer. Voilà. Et au-dessus, donc on voit, c'est les bits qui peuvent coulisser. Il y a des positions 1, par exemple, la 4e position, c'est une position 1, et les autres, c'est des positions 0. Donc ça, c'est ce que ça donne, et ici, vous voyez, il y a 2 chariots. Le déplacement, c'est pas exactement celui qui est ici, mais le principe, c'est le même. L'idée, en fait, c'est d'agripper le chariot, et en fonction de l'entrée, on va pousser les pistons, donc qui sont, on les voit peut-être là, je sais pas si tu peux les filmer. Tu veux les pistons? Ouais, je sais pas. En fait, c'est en plein milieu. Il y a 4 pistons par déplacement, et les pistons, ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Ils déplacent une Donc, structure. du coup, on les agrippe et on pousse. Là. Donc, finalement, le système est assez simple et un peu compliqué à mettre en place. Voilà, donc ça c'est la griffe pour agripper le chariot.
Ensuite, il y a l'écriture. L'écriture, c'est juste pousser le bit de l'autre côté. Donc ça, la difficulté en fait, c'est de mettre les entrées, donc c'est ce qu'a fait Lee. Mais en soi, il faut juste, en fonction de l'entrée, pousser comme il faut le bit. Donc il ne faut pas pousser trop loin, il ne faut pas pousser pas assez loin, sinon ça complique pour la lecture. Voilà. Donc quand il n'y a pas de bit aussi, il y a un blanc, et ça on peut le détecter aussi. Mais ça c'est pour la lecture. Donc quand on fait une lecture, il y a deux barres au-dessus. On les fait descendre avec des pistons. Et en fonction d'une espèce de différentiel qu'on répercute sur des interrupteurs en haut, on peut savoir si on a un 1 ou un 0 ou un blanc. Parce que s'il n'y a rien, ça veut dire que les deux sont en bas et les deux interrupteurs sont donc ont changé de position. Voilà, donc ça c'est la vidéo de notre lecture. Et maintenant, donc c'est bien beau d'avoir des pistons, mais il faut avoir des entrées et des sorties. Et ça, je laisse à Ellie et Thomas en parler. Donc on va s'occuper ici de l'interfaçage. Donc il y a deux optiques. Donc premièrement on a une machine, pour qu'elle marche, il faut quand même lui donner un apport d'énergie. Ensuite on a donc une partie avec donc le chariot, le ruban, l'écriture, la lecture et la mémoire de l'autre côté. Donc il faut quand même qu'ils discutent entre elles. Il faut aussi qu'ils tournent au bon moment. Donc tout d'abord l'énergie. Alors on a fait le choix d'une alimentation par arc comprimé parce que comme vous avez pu le voir on a énormément de pneumatiques. Et on a donc décidé d'avoir une seule alimentation extérieure, donc qui est une pompe que l'on peut voir ici. Bon, plus tard on a aussi un compresseur, mais pour une démonstration de 5 minutes la pompe se va très bien. C'est plus drôle. Donc on a beaucoup de pneumatiques, mais comme Thomas l'a dit tout à l'heure, on a notamment dans le cas de la mémoire, on a besoin d'un mouvement rotatif, d'où l'utilisation d'un petit moteur à piston. Qui est un moteur à piston classique, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'air, le premier piston va donc se déployer, va entraîner le mouvement de la roue. À l'aide d'une bielle, on va couper l'arrivée d'air, donc le piston va se rétracter et ça va continuer comme ça. On a deux pistons pour à chaque fois donner un sens de rotation. Pour qu'il n'y ait pas de temps mort, sinon, enfin, c'est comme pour une tondeuse. Pour une tondeuse, comme il n'y a qu'un seul piston, ben, ça a du mal à démarrer. Quand il est au maximum ou au minimum de son extension, il faut bien qu'il ait une direction vers laquelle tourner. Ensuite, donc, on va s'intéresser au séquencement, c'est-à-dire mais ça c'est lui qui va nous en parler. Alors pour le séquencement, Alors pour le séquencement, en fait l'idée c'est qu'il y a pour effectuer un cycle de machine, il y a un certain nombre d'étapes. Donc il y a par exemple activer la lecture, activer la mémoire, la table, sortir les informations de la table. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Donc l'idée en fait, l'idée que j'ai eue en regardant des vidéos sur internet, c'est une boîte à musique en fait. C'est un cylindre qui tourne. Qui tourne et sur lequel on met des picots qui va activer des leviers ou non au fur et à mesure que ça tourne. Comme ça on peut exactement dire, enfin c'est un cylindre à 10 faces, un cylindre par rond, et donc en fait on peut spécifier 10 événements par cycle. On peut dire à l'événement 1 active le portique, à l'événement 2, etc. Comme ça fait vraiment une flexibilité pour vraiment rajouter du temps ou vraiment spécifier le fonctionnement. Alors pour la mémoire, en fait, on a alors il y a des tuyaux partout. Et tuyaux partout. En fait, l'idée qu'on a eue, c'est que on ne va transmettre que les informations par pneumatique. C'est-à-dire donc pour ceux qui voient, donc entre le portique et la mémoire, il n'y a que des tuyaux. Entre la mémoire et la table et le séquencement, il n'y a que des tuyaux. Le grand intérêt des tuyaux, c'est que les tuyaux, ça ne se tord pas, c'est beaucoup plus flexible, c'est très facile de réamplifier de la pression, il y a très peu de pertes. Qu'est-ce qui passe ? Alors, on va faire une démonstration. Alors en fait, pour un certain nombre de raisons, notamment du fait qu'on n'a pas ces tuyaux et qu'il y a un certain nombre de choses dans cette machine qui ne marchent pas encore, on va vous faire une démonstration, ne vous inquiétez pas, mais peut-être un peu plus sommaire, on va dire. Mais on fait une démonstration de quelle ordre ? On présente d'abord la lecture ? Tu peux approcher un peu la caméra ou pas ? Ouais. Approchez. Vraiment. Oui, mais non, mais il est en train d'être éteint. Éteins ce truc là.
de Restegen. Ou on projette sur le grand, bon, trop tard. On peut aussi. Alors, C'est là, tu présentes la lecture, elle est là. Alors, la lecture, Ouais, non, c'est mais là, possible de il faut déplacer. séparer la caméra. C'est pas ça. Quoi Faut séparer la caméra, on n'y aura pas ça. Voilà. Non, par contre, je peux déplacer l'ordi, c'est bon, il a du câble. Alors, donc ça, c'est en position Fais un levée. temps en face. Un temps en face. Carrément en face, j'ai pas encore le... Descends, non, descends la caméra, tu peux juste descendre la caméra. Juste pas le câble. Descends. Non mais j'ai pas de câble. Non mais c'est pas grave, tu descends juste la caméra pour te mettre à ce niveau-là. Alors là, non mais alors là en fait on a les deux têtes. Donc tu peux les faire descendre, Denis. Ouais. Alors les deux têtes, on voit en fait suivant l'endroit où il y a un bloc, va y en avoir une qui va descendre plus que l'autre. Ce qui permettrait, bon on l'a pas fait, mais ce qui permettrait d'activer des leviers qui permettent de transmettre l'information. Alors donc si je le pousse de l'autre côté, Mais voilà, je l'ai poussé quand même. je t'ai pas poussé, bon. Si on pousse de l'autre côté, l'autre n'est pas détecté. En fait, tout le problème, il y a déjà eu des machines de Turing en Lego, mais c'est avec de l'électronique et des capteurs, des choses comme ça. Vu qu'on est entièrement mécanique, on ne peut faire que des détections de type contact. Alors, on peut bien sûr... alors, l'histoire des blancs tout à l'heure, c'est par exemple un type de blanc. Ah, c'est mieux. Un type de blanc, c'est quand on met deux carrés, où là, en fait, on voit quand ça descend que les deux renvoient un signal, les deux leviers renvoient un signal 0, puisqu'aucun n'a pu descendre. Et de même, on peut enlever les deux et avoir un second type de blanc. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas écrire, on ne va pas enlever les pièces de Lego pour écrire autre chose qu'un blanc si on a un blanc. Alors pour l'écriture, tu crois que c'est possible de voir l'écriture? Ouais, faites. Pour l'instant, je mets. Tu veux le brancher dessus? Ouais, faites. Bon. L'écriture. On passe, on fait le Plus tard. Donc on fait le déplacement. Ouais, d'accord. Bon, déplacement. Déplacement, par contre, ça va être super chiant au niveau de la caméra. Alors, pour le déplacement, le principe du déplacement est très simple. Il faut descendre la griffe, il faut, suivant un certain sens, suivant l'état de la mémoire, déplacer le portique dans un sens ou dans l'autre. On va te remonter les trucs. Quoi, éclairé? Oui, donc, Alors, pourquoi rien? Parce que tu n'as pas activé le moteur. J'active? Oui. Non, de l'autre côté. Raté. Donc alors là, alors là, si on voit bien, alors on ne voit pas parce que ça bouge, mais il y a un ruban qui est déplacé, l'autre n'est pas déplacé. Donc là, les griffes sont descendues. Thomas, ça déplace. Oui, quelque part. Bon, d'accord. Alors, donc ça continue. Alors, est-ce que tu peux zoomer sur. Il est où? Qu'est-ce que tu m'as fait? Quoi? Il y a une fuite. Voilà, c'est pas grave. J'ai essayé de m'embrouiller, vous, avec le truc. Bon, est-ce que tu peux zoomer par ici, alors en dézoomant un peu quand même? Dézoomer peut-être. Alors, juste ici. Alors ici, en fait, si on regarde bien, la mémoire, la table de transition, on va dire, on décale à gauche ou à droite. Le problème, c'est que pour faire le déplacement, il faut réinitialiser le portique à l'opposé de ce qu'on veut, descendre la griffe, bouger le portique et remonter. Donc en fait, on regarde bien, c'est exactement une fois qu'on sort. Voilà, il y a aussi le premier on a qui se déplace. de la table, on a une information de la direction dans laquelle on veut se déplacer. Et ensuite, on va dire, j'inverse cette information-là ou je n'inverse pas. Donc on initialise le portique ou pas. Donc la porte sort, en fait, elle est là et là. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Je sais pas, c'est plus de partout, mais c'est pas grave. Donc là, les deux, ils bougent. Alors, Ma pompe fort. bon, on a montré le déplacement de portique, alors est-ce que tu peux remonter la mémoire? Montrer la mémoire? Thomas, c'est bon. Alors pour la mémoire, On arrête de craquer. Le ruban bougeait de ça quand même.
Bah, Ouais, quand même. ainsi que toutes les 25 secondes. On est d'accord. Oui, non, mais là, en plus, ça faisait des cycles accélérés. Le 2 blanc, il était sous la lecture. Ouais, problème, moi, code de face, moins chiant, tant pis. T'expliques donc, comment tu veux expliquer? Explique d'abord au niveau des pistons. Des pistons. Les pistons qui arrivent là. Donc, les entrées de la mémoire sont ici. Donc, ici, on en a codé que 3. On voit bien, il y a 3 pistons sur 3 étages. Bon, une vue du dessus, on voit pas qu'il y en a 3. Je m'emmerde. Et qui vont déplacer ces 3 parallélogrammes, ici, qui font toute la longueur de la mémoire. Et donc, si on met en position, ici, par exemple, activer cette barre-là, ça, c'est comme ça. Ça va aller là, et ceci. Agis sur les pistons, c'est plus simple. Quoi? Agis sur les pistons, ça sera. Agis sur les pistons, mais là c'est bon normalement, donc tu peux utiliser cette barre-là. Ici, toutes les barres de la mémoire sont désactivées sauf une, celle-ci. Et donc, si on fait tourner, Robin, tu fais tourner à peu près. Bref. Oui, à peu près, mais ça... Ouais, il y a encore un truc qui bloque, c'est pas grave. Les connexions. On Tu vois, Étienne? Je te vois. Je vois. Lumière, sinon on verra rien. Ici, on voit qu'il y a donc là, ici, l'alimentation tourne toujours, et ici. Non, pas ça comme lumière. Ah si. C'est bon. Ah oui. Cette alimentation tourne, et comme on a mis ni 0 ni 1, attends, tu peux montrer l'autre main, il y a s'il te 0. plaît. L'autre main, Étienne. C'est chiant. Ici, il n'y a ni 0 ni 1, donc l'axe d'alimentation tourne, l'autre axe est totalement libre et peut tourner sans contrainte. Enfin, sans contrainte, mis à part qu'il y a un levier au bout. Donc Putain, ici, sur ce même axe, en dessous, nous avons un 0. Donc là, il y a un truc qui ne marche pas, donc on va aller à celui-là. Ce 0. Voilà, ici donc c'est un 1, l'axe d'alimentation tourne, nous avons un engrenage pour faire le lien entre les deux, donc l'axe de sortie va tourner aussi, et tu peux, qui nous fait un 1. Tu peux déplacer le long de l'axe de sortie. Voilà. À peu près, on y est. Ouais. Et alors là, en fait là on voit le levier. Alors le mécanisme n'est pas très visible, mais en fait ça a basculé le levier de ce côté-là parce que c'était un 1 qui était parce que l'axe tourne. C'est-à-dire quand l'axe tourne, ça va basculer dans un sens. Quand l'axe ne tourne pas, Et tu ne fais pas comme ça. C'est tourner la mémoire. Ouais, bon, Tu désactives la ligne, tu mets un 0 et tu tournes. pas la peine. Vas-y. Arrête de tourner, Robin. On continue à tourner. Non, ça va faire sauter. Ça va Tant sauter. pis, on va montrer un 0. Attends, ça va sauter. C'est pas grave. Oublie, on passe à la suite. on peut passer les pistons ou pas? Oui. Ouais. Attends, Donc, est-ce que tu peux essayer de montrer ce piston-là? Oh punaise. Si, il faut que quelqu'un porte l'ordi derrière moi. Donc là, c'est juste comment on passe un bit, par exemple, de la position 0 à la position 1. En fait, Là, la caméra de ce côté-là. Les gens. Yannick, attrape la caméra. tu veux que je le filme? Ouais. Laurent filme. Attends, elle s'est agrippée au Lego. Tourne de l'autre côté. Tu peux pas aller de l'autre côté? Non. Bon, ok, c'est bon, je la tourne. C'est bon, il y a de la marche sur tous les câbles. Attends. donc on voit Ouais, on voit rien. Bon, tant pis.